merci Renato de nous avoir donné l'occasion de lire ce livre. Dans le cadre de ce séminaire sur les grands cas cliniques, ça a été vraiment une aventure. D'abord la lecture elle-même, dont on m'a parlé, et puis qui a une histoire pour moi que j'avais totalement oubliée et que j'ai retrouvée avec cette lecture. Alors c'est pas facile parce que je vais essayer de regrouper presque aléatoirement, avec juste peut-être un petit fil, tout ce matériel récolté à la fois dans cette lecture, c'est quand même un gros livre, quand on l'a lu en entier, on s'en rend compte. Et puis j'ai lu j'ai fait des lectures connexes, je suis désolée, je suis enrouée, de toutes sortes de livres que j'avais chez moi sur Luther et autour de Luther, je vous raconterai. Alors première question, comme toi Marc-Antoine, pourquoi Erik Erikson, ce psychanalyste juif d'Europe centrale, émigré en 1938, je crois, s'est lancé dans une aussi longue recherche sur Luther, en lisant manifestement beaucoup des nombreuses œuvres de Luther, et des textes sur Luther, autour de Luther. Et alors il le justifie en disant qu'il a reçu des financements pour la cause des adolescents en souffrance, mais c'est quand même, ça paraît quand même original et assez étrange qu'il se lance dans cette lecture. Alors, il est né en Allemagne, comme il le dit dans son livre, dans la préface, après une jeunesse artiste et vagabonde, il est allé à Vienne et fait son analyse en 1927 avec Anna Freud, mais il est apparemment devenu membre de la Société Vienne de psychanalyse en 1923, c'est-à-dire avant l'analyse, et ça on retrouve aussi les méthodes qu'on a déjà relevées historiques. Anna Freud est devenue membre de la Société Vienne de psychanalyse alors qu'elle n'avait pas encore de patient, mais sur la base d'un texte qu'elle a écrit sur ses propres fantasmes de fustigation. Mais elle n'avait pas encore eu de patient. Elle a eu Erikson, alors elle a eu la chance d'avoir. Donc lui, il était artiste, n'est-ce pas? Il dit qu'il était artiste et vagabond. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Anna Freud l'a connu, parce que il était engagé par Dorothy Burlingham pour faire le portrait de ses enfants. Et c'est là qu'ils se sont connus, et puis je pense qu'à partir d'un certain moment, elle a proposé qu'il vienne travailler dans l'école. Et puis ensuite, il a commencé une analyse, une formation, etc. D'accord, voilà. Alors, Erik Erikson raconte une anecdote dans sa préface, page 8, qu'il était de passage, donc tout jeune, dans une famille allemande de ses amis. Le père était pasteur protestant. Et avant le repas, il a dit une prière dans l'allemand de Luther, ce qui a beaucoup touché Erik Erikson, il s'en est souvenu. Il a trouvé cette langue très poétique et terrienne, je crois, qui est ancrée dans le peuple. À ce moment-là, de sa préface, il dit qu'il pense à l'histoire de la révolution luthérienne, et il parle aussi, il évoque le discours d'Abraham Lincoln, qu'il a tenu en 1863 après la guerre de sécession, et qui se termine par ces mots qu'on connaît bien, je ne savais pas que c'était de Lincoln. Il fait le vœu d'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce que dit Erik Erikson. Donc son père était pasteur? Non, il est juif, Erikson. Il est juif, justement. En tout cas, du côté de mère. Mais du côté de père aussi? Mais c'est pas le père de Bloss, ou bien je dis des bêtises? Alors il ne le dit pas. Parce qu'il est le père de... Il faut de vérifier. Il est protestant, Bloss. C'est qui le pasteur? Il ne dit pas. Il dit j'étais chez des amis, j'étais jeune, artiste et vagabond. Je passais chez des amis dont le père était pasteur. Et avant le repas, il a fait une prière dans l'allemand de Luther. Et ça l'a beaucoup touché. Ça lui est resté. Et manifestement, il a fait ces liens entre la révolution théologique, la révolution, Abraham Lincoln, et ça a pris. Une autre raison à ce livre, donc comme tu l'as dit, il relève dans la préface une analogie entre la vie et la position de Luther et la vie et Freud.
Mais indépendamment de ces analogies, j'ai trouvé que la familiarité saute aux yeux entre la psychanalyse et ce mouvement porté par Luther qui voulait révolutionner la relation intime de l'individu avec Dieu, qui engage la relation intime du sujet aux puissances tutélaires. Dans nos termes psychanalytiques, ça veut dire la relation entre les instances, le surmoi, le ça, les pulsions, le moi, et pour Erikson aussi l'adaptation à la réalité. Donc il m'a semblé que tout ça montre que les religions sont partie prenante de la vie psychique des individus. Et dans l'épilogue, à la fin, Erik Erikson cite Luther, il dit, Luther écrit, « Je n'ai pas appris ma théologie d'un seul coup, mais j'ai dû la chercher très profondément là où mes tentations m'entraînaient. » Et Erik Erikson commente, « Un théologien se fait en vivant, voire en mourant, et en se donnant, non en pensant, en lisant ou en spéculant. » Cela résume bien, à mon avis, le livre, tout le livre. La vie et les tentations sont plus importants que les spéculations et la théorie. Et les livres, et pourtant, lui, c'était un grand lecteur. Tu parles de Luther et d'Erikson. De Luther. Et d'Erikson. Oui. Oui. C'était un grand... Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, voilà. Mais ça, ce sont des mots de Luther. Je n'ai appris ma théologie, je n'ai pas appris d'un seul coup. Mais j'ai dû la chercher très profondément, là où mes tentations m'entraînaient. C'est le mot de Luther. Et Erikson dit, un théologien se fait en vivant, voire en mourant, en se donnant, non en pensant, en lisant, en spéculant. Et ça, on le voit très très bien. C'est ça qui rend, je trouve, le livre formidable. Mais Luther aussi, il était contre la spéculation. D'ailleurs, tout son débat... Oui, mais il spéculait pour être contre la spéculation. Oui, il spéculait, mais il était contre la théorie, contre la transmission ardue. Oui. Il rendait tout... il était très préoccupé par la transmission au peuple. Oral par l'allemand et non pas par le latin. Exactement, entre autres. C'est comme ça qu'il a créé la langue allemande, en effet. Ça, on le dit. Ça, alors on le dit beaucoup quand on étudie l'allemand, on dit que l'allemand moderne, c'est l'allemand de Luther. C'est ça. La traduction de la Bible. C'est ça qui est impressionnant. Il a eu une incidence sur la langue. Ah ben, il a, comme Pouchkine a créé quasiment la langue russe, enfin, avec sa poésie et ses romans, c'est Luther qui a créé, façonné la langue allemande moderne. Donc ça, c'est intéressant. Et la vie psychique, enfin moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc ça résume bien toute la matière du livre qui déplie le combat de Luther avec le diable, avec le démon, personnalisé par son père, mais aussi combat avec Dieu et contre Dieu. Et il en parle de manière très poignante, Erik Erikson. Je pense que ça doit beaucoup lui parler. Alors, ce livre, je l'ai trouvé extraordinaire. Sa lecture a suscité énormément d'émotions très contrastées. Il est très bien écrit, je trouve, très bien construit. Il y a du suspense, il y a de l'humour, et il y a beaucoup d'intelligence. Il a brassé énormément d'informations tirées de toutes ses lectures. Il n'est jamais pédant et jamais écrasant. Mais la lecture est aussi une épreuve. C'est un livre qui est long. En plus, il y a des longueurs. Je crois qu'on était tous les deux d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de passages aussi très douloureux. Pour le dire vite, je dirais ce sadisme qui semble généralisé, en tout cas à partir de ce que nous dit Erikson, généralisé dans l'éducation des enfants, dans les familles, dans la famille Luther plus particulièrement, et dans les institutions cléricales. Il fait des descriptions absolument atroces. Il semble qu'Érasme ait eu aussi des relations compliquées et conflictuelles avec son père. J'évoquerai rapidement Érasme. Alors, sadisme extrême dans la discipline monacale, c'est très pesant et ça m'a beaucoup affecté. Mais c'est le point de vue et l'objectif d'Erik Erikson.
explicité dans sa préface de montrer le lien entre la psychopathologie et le milieu socio-culturel. C'est son hypothèse de base à propos de l'adolescence et de la créativité particulière liée à cet âge. Je crois que tu vas nous parler de ça, hein, il me semble, d'après ce que tu m'avais dit. Je n'ai pas réussi à développer comme je l'aurais voulu. Mais tu vas... Oui, ouais. Bon, enfin bref. Mais juste la question du mot adolescent qui est traduit souvent par adolescent, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est jeune, jeunesse, il parle de jeunesse et de jeune adulte, il parle beaucoup plus de la fin de l'adolescence, de cette crise de la fin de l'adolescence, de 20 ans et du jeune adulte, de l'entrée dans le jeune adulte. Mais peut-être qu'il considérait, moi j'étais intéressée de voir qu'aujourd'hui on dit que l'adolescence n'est pas à 15 ans, 16 ans, mais que ça va de 18 à 25 ans, mais je me dis, pour Erik Erikson déjà, il a l'air de considérer, il parle du jeune Luther de l'adolescence, d'après ce que j'ai lu, il avait 20 ans. C'est ça, c'est 20 ans, c'est ce qu'il appelle la crise, identitaire, même si il prolonge ça. Donc c'est tardif quand même. C'est tardif, oui. C'est pour ça que c'est pas... il faudrait le voir aussi dans l'original, parce que par exemple en allemand on dit presque pas adolescent, n'est-ce pas? On parle de jeune, et c'est en anglais... Bon, le titre déjà c'est le Young, c'est Young Luther. Le jeune Luther, ils ont traduit par Luther avant Luther. Oui, et juridiquement, c'est la majorité, avant c'était plus tard aussi, hein. Même au XXe siècle, dans plusieurs pays c'était 21 ans. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps. Et puis maintenant c'est passé à 18. Du moment où le juridique marque ces étapes-là, c'est vrai qu'il y a tout un ajustement qui sont conséquences du traitement. Et parce qu'il y a la responsabilité civile qui bascule là. Donc les parents à 18 ans n'ont plus le droit d'intervenir dans la vie privée, en principe, des gens. Donc ça a beaucoup changé. Au Brésil, j'ai pris le passage. Donc ma mère m'a dû comment on appelle ça? Émanciper parce que mon père était mort, et puis m'émanciper parce que j'avais pas 21 ans. Et je devrais assumer des choses qui m'avaient laissé. Et puis, donc elle m'a émancipée, je crois que j'avais 17 ans. Mais tout de suite après, c'était 18 ans. 2 ou 3 ans après, c'était 18 ans. Mais en anglais, l'adolescence, c'est le teenage, va du 13 au 19. À partir de 20 ans, c'est fini le teen. On a tendance actuellement de dire que l'adolescence... se rallonge, elle commence plus tôt, elle termine plus tard. Elle commence plus tôt aussi. À 12 ans, la puberté commence beaucoup plus tôt. Et la puberté aujourd'hui aussi, biologiquement, elle est plus précoce qu'avant. Mais ça ne raccourcit pas vraiment le temps de développement des jeunes, parce qu'on dit qu'ils mettent... Enfin, je sais pas... Non, ça prolonge. C'est vrai que la puberté, qui se réfère vraiment au changement du corps, c'est quelque chose d'un peu plus clair, malgré les phénomènes de puberté précoce mais qui existent, qu'on peut les dépister, mais on ne peut pas dire que c'est plus fréquent, c'est juste qu'on peut mieux le diagnostiquer. Et puis c'est vrai que c'est très intéressant de penser Erikson avec ces éléments-là, parce que par exemple la puberté précoce, on cherche à expliquer pourquoi elle arrive plus à des enfants africains adoptés en Europe. Ah oui. C'est-à-dire les éléments socioculturels qui viennent influencer ce mécanisme-là. L'adolescence a plus la connotation individuelle et sociétale, et pas tellement physique. Et biologiquement, la puberté arrive plus tôt dans les pays du Sud, dans l'Amérique latine aussi. Voilà, et puis, donc les Africains, ils auraient en Europe une puberté plus précoce qu'en Afrique. Exactement. Mais adoptée. C'est encore des conditions. Oui, ça n'a pas... Il y a plusieurs hypothèses. Ceux qui vivent dans les familles. Alimentation. Dans les familles, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est une des hypothèses, et puis les temps, et puis... mais c'est pas encore... il
ils ne sont pas arrivés à tout expliquer parce qu'il s'agit vraiment des changements endocrinologiques et de croissance. Ils parlent aussi du confort. Puisque les règles avant arrivaient pour les femmes entre 15 et 18 ans. Maintenant, c'est entre 11 et 15. Et bien en Amérique latine, c'est à partir de 10 ans. Donc, mais le confort en Amérique latine. Oui, ils disent que le confort, si j'ai bien compris, la chaleur. Hein, il y a une question de poids aussi. La question du poids, le confort, l'alimentation, tout ça. Mais ce qui a augmenté la période pour les femmes de pouvoir se reproduire. Donc, dans le monde entier. Enfin, les gynécologues, ils ont cette hypothèse. Oui, sauf qu'on dit aussi que la fécondité diminue. Oui, alors ça, c'est un autre chapitre. Chez nous. Oui. C'est un autre chapitre, mais c'est quand même... Oui. La fécondité... Mais la fécondité des deux sexes. Des deux sexes, et par les hommes aussi. Oui, les hommes aussi. Mais quelque chose que pour ramener, j'avais pensé par rapport à Erikson, c'est aussi qu'au niveau des classifications psychiatriques, on est revenu aussi à ça. Avec la nouvelle classification CIM-11, qui est équivalente à la DSM-5, on quitte le chapitre affection apparaissant habituellement dans l'enfance et dans l'adolescence. Puis on va définitivement pour l'idée du diagnostic qui est tout est pour tous les longs de la vie. Ah oui. Donc ça correspond de nouveau un peu à Erikson qui a décrit le développement jusqu'à l'âge adulte, même plus tard. Et la société scientifique prend aussi cette même idée. Donc on a plus de tellement. On peut dire des fois que par exemple l'angoisse de séparation apparaît dans la petite enfance, mais on doit admettre qu'elle peut rester tout le long de la vie. Et donc on la met dans le chapitre. Voilà. C'est l'idée du lifespan pour toutes les affections psychiatriques. Intéressant. Oui. Qui correspond du coup à Erikson, j'ai aussi découvert. Ça vous a frappé aussi? Oui, comme vous l'avez exprimé, en lisant très peu, mais en lisant comment il se positionnait face à Freud, j'ai fait cette réflexion, parce que c'est très récent, on est en train de vivre la transition dans les classifications diagnostiques. Donc,